Cette conférence va maintenant être enregistrée. Voilà, donc l'enregistrement est lancé. Vous assistez à ce webinaire organisé par l'Agence culturelle Nouvelle-Aquitaine. Petite présentation de l'agence, donc c'est une association loi 1901 qui est financée par l'État et la région, et qui est un outil au service de l'ensemble des acteurs artistiques et culturels. Son équipe est répartie sur 3 sites, Poitiers, Limoges et Bordeaux. Les grandes missions de l'A sont l'information, l'observation, la production et le partage de connaissances et l'accompagnement des acteurs dans leur diversité. Donc, au sein de l'agence, le pôle accompagnement et coopération a pour vocation d'accompagner ces acteurs à la structuration de leur activité et participe à développer leur capacité à absorber les évolutions du secteur. Le pôle a pour mission aussi l'animation du dialogue social à travers la coordination du COREPS. Instance démocratique, le comité régional des professions du spectacle et de l'audiovisuel est un espace de dialogue social réunissant syndicats, représentants de salariés, organisations professionnelles, représentants de l'État, les collectivités territoriales et organismes paritaires. Le COREPS compte une vingtaine de membres. Alors, je vais inviter les personnes qui viennent de nous rejoindre à couper leur micro pour le bon déroulement de du webinaire. Merci, sinon on va le faire pour vous. À travers un programme de réunions mensuelles, le COREPS traite des sujets essentiellement liés à l'emploi et la formation. C'est d'ailleurs dans le cadre d'une réunion COREPS que le besoin de ce webinaire s'est fait sentir et c'est pour cela que nous sommes réunis ce matin. Donc 1 an après le début de la crise sanitaire, c'est d'ailleurs un peu l'anniversaire de ces 1 an. À travers ce webinaire, nous allons faire le point sur les aides à destination des structures et des entreprises culturelles pour faire face à la situation. Sont passés. Ce webinaire vous permettra de recueillir de l'information fiable sur les dispositifs d'aide encore en vigueur pour le secteur culturel au niveau national et régional. À l'issue de la présentation, nous vous adresserons un document ressources récapitulant les informations délivrées ce jour. Enfin, vous pourrez voir et revoir le webinaire sur la chaîne YouTube de l'A. Je vous présente maintenant les personnes invitées à intervenir. Pour la DRAC Nouvelle-Aquitaine, donc c'est Éric Lebas, directeur adjoint délégué en charge de la création et des industries culturelles. Bonjour Éric. Nous avons, alors je ne sais pas Éric, ton micro doit être coupé. Bonjour à tous. Bonjour. Pour la région Nouvelle-Aquitaine, nous avons Patricia Houdin, qui est chef de projet formation professionnelle et enseignement artistique, emploi et accompagnement à la structuration des entreprises culturelles et qui travaille au sein de la direction de la culture et du patrimoine. Bonjour Patricia. Bonjour tout le monde. Bonjour. Pour France Active Poitou-Charentes, nous avons sollicité Pascal Liège, qui est responsable du pôle financement. Bonjour Pascal. Bonjour. Et pour l'agence culturelle, donc Clément Auvergne, responsable du pôle administration et fonctionnement, viendra en complément pour certaines informations. Clément, bonjour. Non, mais ils ont dit qu'il fallait pas que... Clément, je ne sais pas si tu es avec nous, on ne t'entend pas. Et bonjour, je suis bien là. Bonjour Clément, merci. Dès à présent, nous retrouvons donc Sylvain Cousin, qui est co-animateur de ce webinaire et par ailleurs chargé de mission animation délégué au dialogue social et chargé de la veille professionnelle au sein de l'agence. Merci à toutes et tous d'être présents. N'oubliez pas de couper vos micros et vos webcams pour le moment et bon webinaire. Merci Mathilde, merci pour cette introduction. Bonjour à tous. Avant de laisser donc la parole à nos intervenants, simplement vous proposer en guise de contexte quelques éléments de contexte justement. Plusieurs études ont été publiées. Et commence à proposer un état des lieux de la situation du secteur culturel, entreprise et professionnel. Je vous signale d'ailleurs que ces études sont compilées sur le site de l'agence. Vous avez le lien qui va apparaître dans le chat, donc ça vous permet de retrouver tout un tas d'études qui sont compilées. Certaines sont faites au niveau régional, donc sont faites notamment au sein de l'observatoire que Mathilde vous a présenté. Donc le pôle observation ressources a notamment publié là tout récemment l'emploi intermittent dans le spectacle.
et ce qui permet de vous fournir, de vous proposer à toute la communauté professionnelle, de vous proposer un état des lieux de donc l'emploi intermittent. Juste un chiffre qui sort de cette étude, par exemple, entre 2013 et 2019, le nombre d'employeurs des salariés intermittents implantés en Nouvelle-Aquitaine a augmenté de 4%. Alors qu'en France, il a diminué de 2%. Merci d'éteindre vos micros pour ceux qui n'interviennent pas. Pardon. Donc voilà, c'est un chiffre, par exemple, qui peut sortir de ces études-là. Autre chiffre, entre 2013 et 2019, plus 22% de salariés intermittents en Nouvelle-Aquitaine. Donc là aussi, c'est significatif quand en France, la moyenne est à 9%. Au niveau national, je vous indique la sortie d'un rapport intermédiaire d'une étude de la CPNEF, Commission paritaire emploi formation pour le spectacle vivant. Là aussi, on pourra vous envoyer le lien dans le chat. Cette étude, voilà, fait un premier état des lieux de un an de crise pour le secteur culturel. Elle sort des chiffres intéressants. Je ne vais pas tous vous les évoquer, mais simplement, par exemple, celui-ci, 96% des structures interrogées ont subi des baisses de recettes en 2020 et 89% des structures ont sollicité au moins une des aides qui sont une des aides d'État ou des collectivités, dont certaines qui vont vous être présentées, notamment le dispositif d'activité partielle par exemple, 89%. Donc justement, l'État et les collectivités sont donc intervenus massivement depuis un an, ont mis en place des dispositifs de soutien exceptionnels, et donc à l'aube d'une reprise, donc calendrier n'est pas encore fixé. Certains dispositifs d'urgence sont arrivés à échéance, d'autres sont sur le point de se clore là au 31 mars, certains vont voir le jour encore. Donc là, il nous semblait important en fait de vous proposer justement un point, un panorama. On fait ce panorama des dispositifs d'urgence, dispositifs exceptionnels. Et donc on va voilà, égrener différents dispositifs. Encore une fois, l'idée c'est pas de rentrer de manière spécifique dans chacun, mais vous êtes en mesure de poser des questions néanmoins dans le chat et on transmettra ces questions à nos intervenants pour faire au mieux. Pour vous donner un panorama d'ensemble des aides d'urgence d'État, en tout cas celles qui nous intéressent, on peut catégoriser en 3 aides. Il y a celles qui sont adressées à toutes les entreprises, tous secteurs d'activité confondus, donc qui sont pilotées par le ministère de l'économie ou le ministère du travail par exemple. Et il y a les aides, les fonds spécifiques de soutien pilotés par le ministère de la Culture, notamment dans le cadre du plan France Relance. Et donc, pour nous évoquer ces aides-là, nous accueillons donc Éric Lebas, directeur adjoint délégué chargé de la création et des industries culturelles à la DRAC Nouvelle-Aquitaine. Et donc, première question, Éric, peut-être avant d'évoquer les aides spécifiques au secteur culturel, un des premiers fonds qui a avoir été mis en place pour une entreprise touchée par les effets du coronavirus, c'est le fonds de solidarité. Sans entrer dans le détail, est-ce que celui-ci est toujours ouvert? Est-ce que jusqu'à quand? Et pouvez-vous nous rappeler à quel type de bénéficiaires s'adresse-t-il? Alors bonjour à tous et à toutes. Effectivement, voilà, ma participation, elle est là pour rappeler effectivement l'ensemble des dispositions qui ont été prises depuis plus d'un an maintenant, enfin un an, comme le rappelait Mathilde, de la part de l'État, sachant que, comme l'évoquait Sylvain, c'est pour ça qu'on est finalement toujours en alerte sur les nouvelles dispositions. Les évolutions, elles sont quasiment hebdomadaires en matière de soutien au secteur. Et voilà, donc ce que je vais vous dire là aujourd'hui, il est tout à fait possible qu'effectivement il y ait des évolutions, il y ait des compléments qui interviennent dans les semaines et les jours à venir même. Sur le premier point, sur le fonds de solidarité. Donc ça, c'est la mesure, je dirais, un peu phare des dispositifs mis en place par l'État qui concerne l'ensemble des secteurs d'activité, dont le secteur culturel. Voilà, on a souvent dit qu'effectivement ce dispositif qui a démarré très vite au début de la crise sanitaire depuis plus d'un an était parfois un peu complexe et difficile à obtenir puisque ça correspond, les modalités restent les mêmes depuis le début, avec un taux de prise en charge ou
des pertes d'activité qui est peut-être sans doute plus important aujourd'hui qu'il n'était au début, puisqu'on était, je vous rappelle, sur des mesures qui étaient de compensation, qui étaient de l'ordre de 1 500 €. Aujourd'hui, voilà, les mesures sont plus proches des 10 000 €, sachant que donc la mesure demeure, elle se poursuit et elle se poursuivra jusqu'à la fin on l'espère assez vite, de la crise sanitaire. Elle s'adresse aux entreprises, aux indépendants et aux entrepreneurs. Donc, c'est vrai que dans le secteur culturel, les auto-entrepreneurs ou les petites entreprises comme des équipes artistiques indépendantes ou des petites structures, ce dispositif est, disons, assez adapté. Aujourd'hui, effectivement, c'est une démarche qui est, en revanche, peut-être un peu contrainte puisque c'est une démarche mensuelle. Chaque mois de l'avancée de cette crise sanitaire, effectivement, il faut effectivement refaire la démarche pour avoir une aide au titre du fonds de solidarité mensuellement, avec effectivement un taux de prise en charge qui correspond à la perte du chiffre d'affaires de l'année, antérieure. Donc les dispositions, alors je ne vais pas rentrer dans le détail parce que comme le rappelait Sylvain, effectivement, ça serait un peu trop long. Il y a d'autres dispositifs, mais voilà, la démarche, alors, elle peut paraître un peu particulière, mais à chaque fois, effectivement, la démarche va être faite sur le site des impôts. Hein, c'est les finances publiques qui gèrent la solidarité, et donc la démarche va être faite avec l'inscription sur la plateforme des impôts pour pouvoir bénéficier du fonds de solidarité. Voilà. Merci bien. Autre dispositif, là aussi qui concerne les entreprises de tous les secteurs d'activité, qui a été beaucoup utilisé, mais qui est encore en cours. Donc peut-être là aussi c'est intéressant de l'évoquer. C'est le recours à l'activité partielle. Oui, c'est une mesure là aussi qui a été fortement mobilisée, Sylvain le rappelait, par le secteur culturel et qui demeure. Aujourd'hui, les dispositions relatives au recours à l'activité partielle du fait de la crise sanitaire, en fait, demeurent jusqu'à la fin de l'année. Toutefois, il apparaît effectivement qu'il y aura des évolutions dans le taux de prise en charge par l'État de l'activité partielle. Vous savez, on était jusqu'à présent sur une indemnité qui était relative à 70% de la rémunération brute. Ces mesures demeurent jusqu'à fin avril. La ministre a décidé ça devait s'arrêter, disons qu'il devait y avoir une dégressivité à partir de fin mars, mais en fait, la ministre a décidé effectivement de proroger les dispositions actuelles relatives au recours à l'activité partielle jusqu'à fin avril. Pour l'instant, ensuite, à l'issue de cette période, il est effectivement envisagé une dégressivité de la prise en charge par l'État qui ne sera plus donc à 70%, mais il va y avoir en fait un échelonnement. Là aussi, c'est aujourd'hui c'est ce qui est envisagé relatif à la recours à l'activité partielle. Mais comme vous l'avez vu, voilà, il y a des décisions qui peuvent être prises, qui fait que les dispositions actuelles demeurent sur une période plus longue. Donc, il se peut très bien qu'en avril, on revienne sur cette dégressivité du taux de prise en charge de l'indemnisation de recours à l'activité partielle par l'État, comme c'était initialement envisagé. Ensuite, les dispositions pour les employeurs de cette demande d'activité partielle, donc de chômage, c'est les mêmes dispositions qui existent depuis le début, hein. Une démarche, une inscription auprès de la directe qui ensuite donne le feu vert et le calcul peut être fait sur les périodes concernées. Sachant qu'effectivement, ensuite, voilà, il y a une implication effectivement des calculs en fonction
sur la base du SMIC horaire. Voilà sur l'activité partielle, donc ça demeure jusqu'à la fin de l'année, je vous redis, avec effectivement des évolutions sur le taux d'indemnisation de l'État. Là aussi, voilà, c'est une des mesures sans doute qui a été le plus mobilisée par le secteur culturel depuis plus d'un an. Merci bien pour ces informations. Maintenant, je vous propose qu'on entre peut-être dans les dispositifs spécifiques culture, et notamment peut-être commencer par la filière théâtre, spectacle vivant. Peut-être pour nous faire un point sur le FUSV, donc le Fonds d'urgence pour le spectacle vivant. Donc, il y a eu plusieurs sessions de FUSV. Peut-être que vous pourriez nous faire un rappel de ce qu'est le FUSV et puis surtout nous dire aussi quel type d'opérateur cela concerne. Donc, avait été mis en place au cours de l'année dernière le fonds d'urgence pour le spectacle vivant, disposition voilà, qui a connu, comme l'évoquait Sylvain, plusieurs étapes, en fait, qui correspondent en fait à des étapes de prise en compte. Donc, il y a eu FUSV 1, puis 2, et maintenant on est sur le 3, et qui correspond en fait à des périodes de non-activité pour, et ça concerne en priorité les entreprises de spectacle, donc les producteurs, les théâtres privés, mais aussi les compagnies. Et ce, dans l'ensemble du secteur du spectacle vivant, pas simplement théâtre. La prise en charge, le FUSV, ça correspond à une prise en charge d'une part des charges fixes qui sont liées donc à la crise sanitaire et donc à la fermeture, soit enfin l'absence d'activité et à la perte d'activité. Donc, comme je vous le disais, aujourd'hui, on est sur alors, à la fois sur le FUSV 2, puisque ça correspond à l'absence d'activité ou à la perte d'activité depuis le début de l'année, et ce jusqu'en fin mars, et viendra. Alors, pardon, excusez-moi, je fais une petite confusion. C'est le FUSV 3 qui est en œuvre et qui correspond aujourd'hui à la période janvier-février, mais qui est ouvert jusqu'à fin mars 2021. Et donc, là aussi, pour ces mesures-là, les choses sont assez simples, disons, par rapport à d'autres dispositifs qu'on a évoqués précédemment. C'est une inscription sur le site dédié qui s'appelle FUSV, tout simplement, et qui permet effectivement de présenter effectivement la demande du dossier avec un plafonnement applicable notamment pour les théâtres ou entrepreneurs de spectacle, notamment les producteurs, avec un plafonnement ça ne peut pas aller jusqu'au-delà de 250 000 € d'aide. Voilà. Dans mon souvenir, sur la première vague, enfin en tout cas sur la deuxième vague, la perte d'activité entre septembre et décembre dernier, c'était environ une quarantaine d'entreprises de Nouvelle-Aquitaine qui ont pu bénéficier d'une aide dans le cadre du FUSV. Voilà. Merci bien. Autre dispositif, le fonds de compensation. Donc il y a eu deux types de fonds de compensation. Le fonds de compensation billetterie, mais si je ne m'abuse, celui-ci est clôturé. Par contre, il y a toujours le fonds de compensation annulation qui est toujours ouvert, hein, c'est ça? Exactement. Là aussi, alors on n'est pas très loin du FUSV, mais il y a un dispositif qui était lié effectivement d'ailleurs un dispositif assez similaire à ce qu'on verra tout de suite après sur le CNM, concernant effectivement là aussi le secteur des entreprises du spectacle vivant privé. C'était deux mécanismes, un sur la perte de billetterie et l'autre sur l'absence d'activité. Ça se poursuit notamment sur donc le volet annulation, avec
avec là aussi un plafonnement à hauteur de 150 000 euros. Et alors j'ai plus les chiffres de ce que ça concerne la Nouvelle-Aquitaine, mais un certain nombre d'entreprises du secteur privé dans le domaine du spectacle vivant ont bénéficié en Nouvelle-Aquitaine de cette disposition. Donc là, qui est le fonds de compensation du spectacle vivant privé, là aussi, une demande qui est assez simple en tout cas, qui est sur un site dédié et qui permet effectivement de déposer une demande dans ce cadre-là. Relatif aux annulations de spectacles programmés initialement. Donc, c'est plutôt pour les structures privées. Très bien, merci. Et on met donc les liens toujours dans le chat. Et je redis à ce moment-là de votre intervention, un document ressource aussi sera envoyé à tous les participants de ce webinaire. Donc toutes les informations qui sont évoquées ici vous seront remises dans un document unique. On en a parlé, vous l'avez évoqué, il y a aussi le dispositif concernant la filière musique, d'autant que le Centre national de la musique vient de voter des nouveaux fonds de sauvegarde. Alors peut-être là aussi sans rentrer dans le détail de chaque fonds de sauvegarde, mais peut-être voilà, qu'est-ce qu'au niveau de la filière musique les acteurs peuvent espérer, en tout cas sur quel dispositif peuvent-ils émarger? Alors, aujourd'hui, à l'heure où on parle, puisque comme l'évoquait Sylvain, les choses là aussi évoluent, notamment pour le Centre national de la musique. Donc, ça concerne l'ensemble du secteur musical, donc toutes les esthétiques musicales. Je ne parle pas ici que du secteur des musiques actuelles. Et pour tout type de structure ou tout type d'équipe artistique. Aujourd'hui, ce qui est en œuvre, au niveau du CNM, du Centre national de la musique, c'est un fonds de compensation des pertes de billetterie relatives effectivement à l'activité des structures privées ou publiques qui ne peuvent pas ou sont fermées pour raisons sanitaires et donc n'ont pas de proposition et donc pas de billetterie. Alors on sait que c'est un modèle économique où sur la billetterie. Donc, ce qui est en œuvre aujourd'hui, et là aussi les choses vont certainement évoluer, c'est un fonds de compensation des pertes de billetterie qui court pour l'instant au 30 juin 2021 et qui prend en compte Voilà, mais il y a bien du monde. Bonjour. Je vous en prie. Et donc là aussi, une démarche relativement, relativement, disons, simple, qui est une demande en ligne avec une inscription sur un espace personnel qui doit être créé sur le site du Centre national de la musique. Et c'est très simple à repérer sur le site du Centre national de la musique puisqu'il y a un onglet très particulier qui s'appelle Covid-19. Et donc, c'est dans ce cadre-là que vous trouvez les différentes mesures. Pour l'instant, vous ne pourrez faire appel qu'au titre du fonds de compensation des pertes de billetterie. Mais, comme l'évoquait Sylvain, il est possible qu'il y ait à nouveau un autre dispositif complémentaire du fonds de sauvegarde, comme il y a eu à 2 reprises l'année dernière dans le cadre du secteur musical. Et je le répète, toutes les musiques. Merci pour ce point. Alors là, on est plutôt sur, on est plutôt sur un programme d'aide qui se décline au niveau de la culture, puisque le programme France Relance donc est arrivé, a ouvert l'an dernier et concernant la culture et concernant plus particulièrement la Nouvelle-Aquitaine, est-ce que, Eric, il y a des informations qui peuvent être transmises à nos participants, peut-être sur les axes ou sur un calendrier éventuellement? Alors, sur le volet plan de relance, là aussi, je le redis,
Désolé pour les répétitions, mais les choses évoluent là aussi très régulièrement. On était dans une disposition plan de relance avec deux grandes entrées sur la partie création, qui était un concernant le spectacle vivant hors musique et un autre sur le spectacle sur le secteur musical. Il s'avère que depuis la semaine dernière, voilà, il y a eu de nouvelles annonces relatives à la fois effectivement au secteur de la création qui font que ces dispositions-là vont être abondées de moyens supplémentaires et en priorité pour les équipes artistiques indépendantes. Par ailleurs, effectivement, outre, il y avait des secteurs qui étaient moins concernés. Alors, c'est pas la majorité, je crois, des présents aujourd'hui, mais sur le secteur des arts visuels, il y a, ça vient de sortir, un programme pour les artistes, auteurs, plasticiens, qui est un appel à projet national pour aider à la reprise d'activité. Donc, on est vraiment dans l'esprit du plan de relance. De manière globale, les moyens de l'État mis sur les programmes relance sont la priorité, c'est la préservation de l'emploi artistique. Donc, le point d'entrée, après, il y a des axes un peu de travail pour chacun de ces fonds, mais c'est la préservation de l'emploi qui est la clé pour accéder à ces dispositifs. Effectivement que sur le secteur des arts visuels, il y avait moins de choses et que donc depuis la semaine dernière, il y a un programme artiste-auteur plasticien qui a été lancé au niveau national par les organisations professionnelles avec le soutien du ministère de la Culture, qui s'appelle Traversée et qui est donc là pour permettre aux artistes plasticiens de maintenir une activité de production et de création dans un contexte qu'on connaît fortement dégradé. Sur les autres secteurs, spectacle vivant, hors musique et musique, là, il y a un certain nombre d'axes de travail à la fois vis-à-vis des acteurs, mais comme je le disais, avec une attention particulière sur les équipes artistiques indépendantes. Notamment dans ces périodes de fermeture des acteurs culturels, la possibilité de maintenir des temps de répétition ou, puisque c'est l'esprit, de reprise et donc de préparation à des reprises quand les choses seront, je dirais, derrière nous en termes d'ouverture de spectacle. Ensuite, il y a tout un volet effectivement d'accompagnement au temps de résidence ou de recherche, sans obligation de résultat, mais pour maintenir aussi un niveau d'activité. Le renforcement des aides relatives aux équipes artistiques, que ce soit dans tout le champ du spectacle vivant, avec la musique, voilà, il y a des encouragements, comme je disais, à la reprise, à la recherche, à l'expérimentation, au travail de résidence, à la possibilité effectivement je suis en train d'oublier ce que je voulais vous dire, sur les formats, l'encouragement effectivement à la mobilisation de plus grands formats sur les plateaux pour mobiliser plus d'artistes. Donc il y aura des accompagnements qui seront prévus dans le cadre du plan de relance pour ces différentes conditions. Voilà, j'ai peut-être été un peu long, mais comme c'est beaucoup de choses, là aussi, comme le disait Sylvain, voilà, comme ces mesures sont, comment dire, très régulièrement abondées, repensées, élargies, voilà, on est aussi en attente au niveau de l'État de nouvelles mesures complémentaires pour les artistes auteurs qui devrait, comment dire, être annoncé prochainement sur, comment dire,
alors sous forme d'appel à projet pour accompagner les artistes, auteurs et ceux dans tous les secteurs, donc les arts visuels, le théâtre, la musique, le cinéma ou bien la littérature. Là, ces programmes seront, je l'espère, annoncés une semaine et ça sera sur la base d'un appel à projet. D'accord. Voilà. Et on a eu une petite micro-coupure qui nous a empêché de comprendre. Ces programmes seront annoncés dans combien de semaines? On les attendait depuis un petit moment, mais je pense que voilà, ça devrait arriver d'ici, je l'espère, fin mars, voire début avril. Voilà. Ok, très bien. Merci beaucoup pour ces informations qui seront donc à suivre évidemment sur le site de la DRAC Nouvelle-Aquitaine. Ces informations seront aussi relayées sur le site de bien évidemment, sur les différents fils d'actualité. Peut-être que maintenant c'est le moment de se retourner un peu vers vous participants, vers les questions que vous avez posées dans le chat. Et là, je me tourne vers Mathilde. Mathilde, Oui. as-tu visé quelques questions à transmettre à Eric? Oui, j'ai des questions, des questions lors de la précision de certains aspects techniques. Donc, on va voir comment les prendre en compte. Peut-être juste un point tout aussi technique, mais plutôt lié au webinaire pour les personnes qui viennent de nous rejoindre. Vous pouvez vous-même décider de voir seulement la personne qui parle en choisissant au milieu de votre écran en haut. Ça donne peut-être un peu plus de confort parce que sinon vous avez une centaine de petits carrés noirs face à vous, c'est un petit peu moins sympa. Voilà, donc ça c'est la parenthèse pratique. Sinon, j'ai une première question concernant le fonds de solidarité. Une personne qui souhaitait savoir sur quel chiffre d'affaires doit-on se baser à partir de janvier. L'année antérieure, c'est 2019 ou 2020. La personne dit que nous pouvions, elle avait lu que on pouvait se baser sur le chiffre d'affaires moyen de l'année 2019 également. Donc voilà, une question de précision par rapport à ça. Oui, voilà, d'autant plus que c'est très juste, hein, c'est une question très, très, très pertinente dans la mesure où effectivement, on était depuis le début sur le fond, sur le principe effectivement d'une évaluation sur un niveau médian en termes de revenus. Et c'est d'autant plus vrai aujourd'hui qu'on est maintenant un an après le début de la crise sanitaire et que donc le mois de référence en N-1 s'avère être déjà un mois touché ou partiellement touché par les effets de la crise et l'absence d'activité. Donc, il y a une adaptation effectivement dans le cadre du fonds de solidarité pour à la fois faire référence effectivement à l'année N-2 en l'occurrence et prise en compte parce que ça peut être des éléments mis aussi portés à connaissance des personnes qui traitent le fonds de solidarité sur le niveau revenu médian des personnes qui sollicitent le fonds de solidarité. Voilà, j'espère que j'étais un peu très clair. Merci Eric. Merci. Est-ce que Mathilde Ouais, éventuellement j'ai encore des questions. Concernant l'activité partielle, il y a une personne qui nous fait savoir qu'il est compliqué de trouver des réponses précises sur les critères d'éligibilité pour avoir recours à l'activité partielle, par exemple en termes de date de contrat annulé. Où peut-on trouver ces infos propres au secteur culturel? Alors, pour moi, il y a un repère, mais peut-être on mettra le lien dans le chat, Mathilde. Il y a sur le site du ministère de la Culture, sur le volet Covid-19, une FAQ. Et notamment, il y a tout un dossier relatif à l'activité partielle et qui donne un certain nombre d'informations, notamment sur ce type de questions qui sont posées. Donc, c'est des informations assez générales, mais je sais que il y a, alors ça fonctionne sous forme de menu déroulant, mais il y a précisément des éléments de réponse donc, dans le FAQ du ministère sur cette question-là.
Et je pense que le mieux, c'est qu'effectivement, on mette dans le chat, Mathilde, Oui, le Sylvain l'a lien. fait. Voilà. Sylvain l'a fait, et puis, comme on disait au tout début, on le remettra dans le document ressources qu'on enverra à toutes les personnes inscrites. Oui, oui, très bien. Ouais. Et aussi pour information, donc au sein du COREPS, le comité des professionnels du spectacle en Nouvelle-Aquitaine, cette question-là, enfin il y a une question qui a été posée justement, qui a été traitée concernant l'activité partielle, avec effectivement un constat de certains employeurs à connaître une difficulté en fait sur le remplissage du formulaire, et donc il y a un travail qui est fait entre certains syndicats, enfin un petit groupe de travail, avec une représentante de la Direct pour sortir un mode d'emploi, une sorte de vadémécum pour remplir ce formulaire, et on espère qu'il arrive là dans les jours à venir. Est-ce qu'il faut que je... Oui, juste pour compléter, par exemple, dans le FAQ du ministère sur ces questions-là, il y a précisément une question: faut-il que le contrat ait une durée minimale pour pouvoir recourir au dispositif de chômage partiel? Et effectivement, il y a un certain nombre de précisions qui sont apportées sur ce type de questions. Donc, normalement, globalement, les choses devraient être, précisées dans ce lien-là. Donc, merci à Sylvain pour ce lien. Merci bien. Je regarde l'heure, il est 39. Peut-être Mathilde, J'ai je sais quand pas même s'il y a... une petite question Ouais, quand je t'en même, prie. commentaire. Il y a une personne qui voudrait savoir si le fonds de compensation annulation, c'est aussi pour les compagnies, et est-ce cumulable avec le FUSV 2 et 3? Alors, pour les compagnies, il me semble difficile effectivement de pouvoir avoir recours au fonds de soutien, au fonds d'urgence spectacle vivant privé, dans la mesure où ça correspond à des annulations, mais sur une programmation qu'on aurait menée. Une compagnie, sauf si elle est dans un cas d'auto-programmation, elle aura du mal à recourir, comment dire, au dispositif pour faire valoir effectivement l'annulation d'une programmation de diffusion. Donc, sauf dans des cas très particuliers, comme je l'indiquais. Sur le cumul, rien ne l'empêche. En tout cas, moi, j'ai pas vu d'indication contraire dans ce sens-là. Mais là aussi, effectivement, pour des équipes artistiques, compagnies indépendantes, je pense que le FESV est plus adapté par rapport au type d'activité que le fonds de soutien au spectacle vivant privé. Très bien. Ok. Merci. Merci. Mathilde, Je garde les autres questions pour la Ouais. fin, si jamais. Très bien. On va continuer parce qu'effectivement, on a encore donc les aides concernant la région de la Nouvelle-Aquitaine, les aides aussi qui sont pilotées par France Active Nouvelle-Aquitaine. Mais avant ça, peut-être en complément aussi de l'intervention de la DRAC, il nous semblait important aussi de vous proposer, en fait, pour parfaire ce panorama, un complément d'information, peut-être en forme de rappel pour certains, mais des mesures de facilitation fiscale et financière, des prêts ont été mis en place, des outils de report de charges, etc. Donc, pour évoquer ces questions-là, nous avons demandé à notre administrateur en chef, donc Clément Auvergne, responsable du pôle administration à l'Agence culturelle Nouvelle-Aquitaine, de peut-être rapidement nous brosser ces différents outils. Peut-être Clément, premier dispositif, le crédit d'impôt. Il est loin de concerner toutes les entreprises, mais néanmoins, est-ce que tu peux nous faire un rappel de ce principe, le principe de crédit d'impôt, et puis peut-être nous citer justement quelles entreprises ça concerne? Oui, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, petit avertissement, je risque de tousser un peu, ce n'est pas la Covid, c'est une banale toux. Alors, côté crédit d'impôt, donc effectivement, ça concerne, comme le nom semble le suggérer, les entreprises qui sont imposables, et donc au titre de l'impôt sur les sociétés. Dans le cadre du secteur de la culture,
Les crédits d'impôt, en fait, sous réserve d'un agrément du ministère de la Culture et pour certains champs spécifiques, permettent de récupérer un pourcentage de certaines dépenses de création artistique, soit sous forme de crédit d'impôt, soit quand ce crédit d'impôt excède le montant de l'impôt théorique que la structure aurait dû payer, il y a même une somme qui est versée au titre de ce crédit d'impôt à la structure. Je pense que ce qu'il faut noter aujourd'hui pour 2020, c'est que le crédit d'impôt qui concerne le spectacle vivant musical, donc les dépenses de création, d'exploitation, de numérisation d'un spectacle vivant musical ou de variété, ce crédit d'impôt était un petit peu adapté pour prendre en compte les spécificités de la crise sanitaire. En effet, parmi les différentes exigences pour obtenir l'agrément de ce crédit d'impôt, il fallait théoriquement un minimum de 4 représentations dans au moins 3 lieux différents. Cette condition, elle est portée à 2 représentations dans au moins 2 lieux différents pour les entreprises qui ont posé leur demande d'agrément, soit avant le 1er janvier 2021, soit entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022. Il est noté aussi que la loi des finances 2021 proroge le dispositif et l'ouvre en fait aux dépenses réalisées jusqu'au 31 décembre 2024 au lieu du 31 décembre 2022, ce qui vous permet aussi un peu d'étaler les dépenses de vos projets lors de la demande d'agrément et de prendre en compte le fait qu'au vu de la crise sanitaire, certaines dépenses seront engagées plus tardivement. Toujours côté des crédits d'impôt défendus par le ministère de la Culture, je pense qu'il est à noter que le crédit d'impôt musique, donc là pour la production d'œuvres phonographiques, voit ses taux de dépenses éligibles au crédit d'impôt relevés, ses plafonds relevés également, donc une aide plus favorable. Concernant le secteur du théâtre qui n'avait pas l'habitude de recourir à ce dispositif, il y a effectivement un crédit d'impôt théâtre qui a été instauré à compter du 1er janvier 2021. Et alors, il y a également un crédit d'impôt audiovisuel qui, lui, est accordé en collaboration avec le CNC. Pour le coup, à ma connaissance, il n'y a pas de modification notable en 2021. Voilà, Sylvain, ce que je peux dire du crédit d'impôt aujourd'hui. Merci Clément pour ce petit panorama. Autre outil, le PGE, donc prêt garanti par l'État. Donc si j'ai bien compris, c'est une facilitation d'accès à l'emprunt bancaire. Oui, oui. Alors là, pour le coup, je pense que la plupart d'entre vous ont vu passer cette mesure puisqu'elle a été mise en place dans le courant de l'année dernière. Donc le prêt garanti par l'État est accessible à tout le monde. Aujourd'hui, vous pouvez y souscrire jusqu'au 30 juin de cette année et pour un montant qui peut aller jusqu'à 3 mois de chiffre d'affaires 2019 ou selon 2 années de masse salariale. L'intérêt de ce prêt, c'est que d'une part, il était garanti par l'État et qu'aucun remboursement n'était prévu pour la première année. Au vu du fait que la crise sanitaire se prolonge, ce qui est intéressant à savoir aujourd'hui, c'est que il n'y a pas de remboursement pendant la deuxième année non plus. Vous commencez simplement à rembourser les intérêts, mais pas le capital. C'est toujours intéressant pour la trésorerie. Donc ça, c'est un peu une nouveauté. Je voudrais souligner également qu'il y a d'autres dispositifs de prêt qui peuvent vous intéresser. Par exemple, si vous avez souscrit un prêt garanti par l'État, mais que ce montant n'est pas suffisant et que vous êtes une entreprise de moins de 50 salariés, a fortiori donc une association, vous pouvez solliciter un prêt exceptionnel auprès de BPI France Financement pour un maximum de 100 000 euros. Voilà, c'est quelque chose qui peut vous aider. Et si jamais vous n'avez pas pu obtenir un prêt garanti par l'État, il existe un dispositif d'avance et de prêt aux entreprises fragilisées par la crise qui peut être demandé auprès du CODEFI. Alors, j'ai oublié l'acronyme, mais c'est un comité départemental pour le financement des entreprises en difficulté. Voilà. Donc, je pense, pour moi, ce sont les actualités autour du prêt garanti par l'État et des différents prêts que vous pouvez avoir pour faire face à la crise. Juste concernant justement le prêt garanti par l'État, alors je ne sais pas si c'est toi Clément, on a des petites perturbations sonores. En l'occurrence, non. Non, ça va être quelqu'un d'autre alors. N'hésitez pas à éteindre vos micros.
Oui, ça concerne tout type de structure, enfin potentiellement tout type de structure. Est-ce qu'il faut que ce soit des structures qui aient une part de recettes propres importante? Non, non, c'est vraiment tout type de structure, bon, à condition d'avoir une activité économique. Si vous êtes entièrement dans un champ non commercial, effectivement, ce ne sera pas possible d'obtenir un prêt garanti par l'État. Mais si vous avez des activités commerciales au hasard de la vente de spectacles, effectivement, vous êtes éligible. Ok, merci. Concernant les charges locatives cette fois-ci, donc pour certaines structures, hein, les dépenses liées à l'usage d'un lieu, d'un bâtiment, de bureau, ça représente un bon poste de charge pour certaines. Là, l'État a donc permis aussi un dialogue, on va dire, facilité entre associations, entreprises d'un côté, enfin les locataires, et les propriétaires ou les bailleurs. Oui, oui, oui. Alors pour ça, il faut savoir donc que depuis qu'on a remis en place l'état d'urgence sanitaire, c'est-à-dire au 17 octobre, pour un certain nombre d'entreprises éligibles et donc notamment les associations employant au moins un salarié, il est possible en fait excusez-moi une minute, de reporter les loyers et les charges locatives sans faire face à des pénalités. Donc typiquement, vous n'avez pas la trésorerie pour payer vos loyers depuis le 17 octobre, vous pouvez en fait ne pas les payer à temps et les reporter. Alors, cette possibilité qui vous est offerte va de pair avec une prise de contact avec votre bailleur pour définir les modalités de remboursement à venir. Mais en tout cas, vous ne pouvez pas être pénalisé pour ce défaut de paiement. Et il y a quelque chose qui existe et qui est peut-être un petit peu méconnu et qui permet de compléter ce mécanisme de report de loyer et de charges locatives. C'est un mécanisme de crédit d'impôt pour les bailleurs. Ce mécanisme s'applique sur le mois de novembre 2020. Et donc, quand vous prenez contact avec votre bailleur, vous pouvez lui faire savoir que s'il abandonne le loyer du mois de novembre, il peut bénéficier d'un crédit d'impôt qui équivaudra à 50% des sommes abandonnées. Voilà, donc c'est quelque chose qui a été mis en place pour inciter justement les bailleurs à aider leurs locataires en difficulté. Et c'est quelque chose à amener sur la table quand vous essaierez de trouver une solution tous ensemble. Ok, merci. Autre poste de charge, ou en tout cas sur lesquels l'État a facilité, on va dire, des dispositifs de paiement. Là, c'est pour les structures employeuses. Hein. C'est concernant les congés payés. Il y a une possibilité de prise en charge par l'État, c'est ça? Oui, oui. Alors celle-là, elle est un petit peu spécifique parce qu'elle est vraiment à disposition au bénéfice des entreprises vraiment les plus impactées par la crise. Donc typiquement, les critères, c'est soit d'avoir fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public pendant une durée totale d'au moins 140 jours sur l'année 2020, donc un bon tiers de l'année 2020, ou d'avoir une perte de chiffre d'affaires de 90% sur les périodes d'état d'urgence sanitaire, donc pour mémoire, du 23 mars au 10 juillet de l'année dernière et depuis le 17 octobre de l'année dernière. Donc, si vous êtes dans ce cadre-là et que vous faites bénéficier de l'activité partielle à vos salariés, du fait de l'absence d'activité de votre côté, il y a un dispositif pour faire prendre en charge les congés payés pris pendant les périodes d'activité partielle. À la base, cette période était du 1er au 31 janvier 2021, donc pour faire prendre les congés et les faire prendre en charge. Elle a été étendue du 1er janvier au 7 mars. Donc c'est un petit peu tard pour la planifier, essayer de planifier la prise de congé de vos salariés pendant cette période. Toutefois, si vous avez des salariés qui ont pris des congés pendant une période d'activité partielle entre le 1er janvier et le 7 mars, ces congés payés peuvent être pris en charge par l'ASP, donc l'agence de services et de paiement, sur un montant qui sera égal à 70% de l'indemnité des congés payés et pour au maximum 10 jours par salarié. Voilà, donc ça peut représenter une aide non négligeable pour les structures les plus touchées. Ok,
Merci Clément. Peut-être là, juste pour finir, toujours concernant la masse salariale, mais cette fois-ci côté des cotisations patronales, il y a toujours la possibilité, alors c'est déjà des dispositifs qui existaient, mais là qui sont aussi facilités, des possibilités de report ou d'exonération de cotisations, c'est ça? Oui, oui. Alors là, pour le coup, je pense que vous êtes nombreux aussi à l'avoir vu passer, puisque ce dispositif avait été mis en place pour la première vague, donc février à mai 2020, et avait été très bien relayé. D'ailleurs, c'est une aide qui a été beaucoup utilisée et qui est loin d'être négligeable. Elle a donc été remise en place à compter du 1er septembre 2020. Les conditions sont toutefois un petit peu plus drastiques, c'est-à-dire que lors de la première édition de cette aide, c'était uniquement une aide qui était attribuée sur des critères de secteur, donc secteur S1, S1 bis, S2. Donc en l'occurrence, toutes les sociétés de la culture, qu'elles aient un lieu, que ce soit des compagnies, étaient éligibles. Là, c'est toujours ce critère de secteur, mais il faut également avoir fait l'objet soit de mesures d'interdiction du public, soit d'une baisse de chiffre d'affaires de 50%, comparé au chiffre d'affaires de l'année précédente. À partir du moment où vous rentrez dans ces critères, vous pouvez bénéficier d'une aide au paiement d'une exonération des cotisations patronales et d'une aide au paiement des cotisations sociales. Pour le coup, en ce qui concerne la manipulation technique à faire, je vous invite soit à vous rapprocher des URSSAF, soit de votre cabinet de paye, soit éventuellement du support de votre logiciel de paye. Mais je vous invite vraiment à vous intéresser à cette aide qui est loin d'être négligeable. À ce jour, cette aide court au moins jusqu'en 31 décembre 2020. Et pour les employeurs qui font l'objet d'une interdiction d'accueil au public, on sait déjà que cette aide sera prolongée jusqu'au mois précédant la réouverture au public, quelle qu'elle soit. Sur cette question également des exonérations de cotisations sociales, je voudrais faire un petit point. Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'indépendants aujourd'hui dans le webinaire, mais savoir que travailleurs indépendants, micro-entrepreneurs, artistes-auteurs, vous êtes éligible à des réductions de cotisations sous certaines conditions spécifiques selon vos statuts, mais il y a également des dispositifs qui ont été taillés sur mesure à ces statuts d'indépendants. Enfin, puisqu'on parle des cotisations sociales et de cette aide-là, je voulais aussi rappeler qu'il est toujours possible de conclure des remises de dettes partielles et des plans d'appurement avec l'URSSAF. C'est-à-dire que si vous êtes en difficulté de trésorerie, que vous avez du mal à payer déjà les contributions qui sont dues, sans parler de celles qui seront exonérées ou qui feront l'objet d'une aide, vous pouvez vraiment prendre contact avec les URSSAF et essayer de conclure des plans d'appurement, voire bénéficier de remises partielles de dette. Très bien, merci Clément pour tous ces points. Je crois qu'on a fait le tour en tout cas de ce qu'on avait prévu d'évoquer. Donc là encore une fois, hein, pour vous ayez un panorama complet, enfin en tout cas autant que faire se peut sur les principales mesures. Peut-être avant de regarder du côté de la région Nouvelle-Aquitaine, Mathilde, je me tourne vers toi, savoir si il y a des questions Il des y a des participants. questions, Sylvain. Il Oui, y a des je t'en prie. questions et je ne sais pas si Clément, peut-être tu auras besoin, peut-être Eric pourra t'aider à compléter. Une question sur le crédit d'impôt, est-ce qu'il est valable pour les bailleurs publics, les mairies, les collectivités territoriales? Alors oui, si je me fie à ce que dit le ministère de l'économie, c'est tous les bailleurs, quel que soit leur statut juridique, et donc les bailleurs de droit public également. Et pour Réponse précise, merci. Et pour compléter ce que dit Clément, on sait aussi que par exemple de collectivités, le PCI, lors du premier confinement, voire du deuxième, ont là aussi pris des dispositions pour soit exonérer ou suspendre la perception des loyers. Voilà. Donc en fonction de là où vous vous situez, il se peut qu'il y ait des mesures aussi propres qui soient mises en place localement au titre de la question de la suspension de loyer ou le report de paiement des loyers.
je sais qu'en Nouvelle-Aquitaine, un certain nombre de collectivités locales ont pris ces dispositions. Merci. Mathilde, peut-être une autre question? Alors, j'ai plusieurs questions encore. Toujours sur la question des bailleurs. Il y a une personne qui dit que de son côté, le bailleur ne veut rien savoir concernant le crédit d'impôt. Donc, d'après ce que j'ai compris de l'exposé Clément, c'est une discussion à avoir, mais est-ce qu'il y a d'autres recours? Là, pour le coup, effectivement, je n'ai pas de solution. Éventuellement, peut-être faire appel à un médiateur. À part ça, si l'entreprise refuse d'abandonner le loyer, je ne pense pas qu'il y ait moyen d'imposer cette mesure au bailleur. Ok. Concernant les congés payés, il y avait besoin d'une précision. On parle juste des congés payés pendant une période d'activité partielle. Si nos salariés ne font pas partie d'une activité partielle, nous pouvons aussi bénéficier de cette charge des congés payés, pour l'interrogation. Non, 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 c'est bien pendant une période d'activité partielle. Je vais me permettre de remettre peut-être le lien dans le chat de ce que dit l'URSSAF sur ce dispositif de prise en charge de congés payés. Comme je le précisais, c'est vraiment un dispositif qui est très spécifique, c'est-à-dire c'est vraiment les structures les plus impactées et lors de périodes d'activité partielle. Et l'esprit de cette disposition, ça a vraiment été de permettre en fait la prise de congés payés aux salariés, de maintenir ce droit en fait. Et enfin, une dernière toute petite question. Exonération des charges, c'est un report des charges ou une véritable exonération? Alors effectivement, j'ai abordé les deux points, hein. L'exonération et l'aide, hein, puisque la mesure est en deux volets. Véritable exonération et c'est une véritable aide. Moi, pour mémoire, ça avait représenté jusqu'à 20% de la totalité de mes cotisations sur la période, dans la structure où je travaillais avant. Donc là, pour le coup, c'est effectivement une belle bouffée d'air. Et le deuxième volet dont j'avais parlé, qui est la possibilité de prendre contact avec les URSSAF pour une remise partielle et un plan d'appurement, là, pour le coup, ce sont des mécanismes de report afin de coller à l'état de votre trésorerie. Ok, merci, c'est bon pour moi. Merci Clément. Très bien, merci. Effectivement, merci beaucoup Clément. Pour poursuivre maintenant, en complément de ces aides d'État que l'on vient d'évoquer, la collectivité régionale aussi est également rapidement intervenue en votant au printemps dernier un fonds d'urgence aux entreprises et associations du territoire. Aujourd'hui, la région Nouvelle-Aquitaine a renouvelé ce fonds à travers un deuxième volet. Donc là, on accueille présentement Patricia Houdin, chef de projet formation professionnelle et enseignement artistique, emploi et accompagnement à la structuration des entreprises culturelles. Bonjour Patricia. Bonjour tout le monde. Peut-être peut-on évoquer justement ce volet 2 du fonds d'urgence, entreprises et associations. Donc si je ne m'abuse, il y a un volet spécifique culture. Oui, alors d'abord dire que les fonds d'urgence de la région, que ce soit le premier du printemps ou le second, on va espérer que ce soit le second et non pas le deuxième, qui a été voté par les élus en automne, arrive vraiment en complément des aides de l'État. Le deuxième fonds d'urgence a été d'abord voté pour un mois au mois de novembre, donc pour le mois de novembre 2020, et considérant que la culture et le tourisme étaient encore plus en fragilité que les autres secteurs, les élus, le 17 décembre, ont voté une modification de ce règlement du fonds d'urgence pour les secteurs du tourisme et de la culture sur non pas un mois, mais sur 3 mois. C'est-à-dire qu'on regarde les chiffres de novembre, décembre et janvier 2021.
Ce fonds d'urgence, il est accessible puisqu'il complète les aides de l'État. Il a été décidé par les élus de le rendre accessible aux structures qui ont au moins 3 ETP, sachant que dans le secteur culturel, on prend en compte les intermittents. Alors, c'est un calcul, hein, un temps complet, c'est 1607 heures par an, donc on prend en compte les intermittents de 2019. Donc, ce que je propose, moi, aux structures, c'est vraiment de recalculer leur nombre d'heures d'intermittence et leur nombre d'heures de permanence, s'il y a des permanents, et de faire une quote-part pour essayer de chiffrer le TP. Ça, c'est le souci, effectivement, que nous ont fait remonter beaucoup de monde. Ce fonds d'urgence, il permet pour des structures qui sont soit en fermeture administrative, soit en rupture d'activité ou en baisse d'activité, et qui ont donc une baisse sur le chiffre d'affaires et un défaut de trésorerie, il permet d'avoir une aide qui peut aller jusque 120 000 € sur les 3 mois, cette aide étant proportionnelle au nombre de TP, c'est-à-dire qu'entre 3 et 10 ETP, l'aide est de 15 000 €, entre 11 et 25 ETP, l'aide peut être de 69 000 €, c'est un maximum bien sûr, et entre 26 et 49 ETP, puisqu'on s'arrête à 49 ETP, l'aide maximum est de 120 000 €. Voilà. Les demandes sont à faire sur la plateforme de la région avant le 30 mars. Donc, il ne faut pas trop tarder et il ne faut pas hésiter à faire la demande. Après, on fait des rendez-vous individuels avec les structures. Moi, je reviens vers les structures s'il y a des difficultés. Donc, voilà. D'accord. Pour peut-être aborder plus spécifiquement ce critère des 3 ETP, vous avez évoqué donc la possibilité d'intégrer les heures des intermittents. Est-ce qu'il y a il y a d'autres possibilités, parce que c'est vrai que 3 ETP, on sait, ça a été un sujet de discussion, notamment là aussi en Corep, ça concerne pas toutes les structures. Donc voilà, quel levier pour les structures qui sont un peu en dessous? Alors, la première chose, effectivement, alors la première barrière, c'est vraiment ces 3 ETP parce que ça concerne, somme toute, beaucoup moins de structures prévues et la région veut éviter que des structures passent entre les mailles du filet. Donc, c'est aussi pour ça qu'on demande aux structures de solliciter le chômage partiel quand elles peuvent le solliciter et d'aller activer le Fonds national de solidarité. Les 3 ETP, ils ont été travaillés en considérant que si des structures sollicitent le Fonds national de solidarité, en ayant jusque 10 000 € d'aide par mois pour certaines structures, ça pouvait peut-être compenser cette baisse d'activité. Après, les élus en sont conscients. On a rencontré le président avec le COREPS l'autre jour et ils ne sont pas fermés à réexaminer ce règlement d'intervention, en tout cas cette barrière de 3 ETP, si vraiment il y a beaucoup de gens qui passent entre les mailles du filet. L'idée, c'est vraiment de conforter les structures à être dans une situation la plus confortablement possible financièrement pour repartir. Donc, éviter d'aller chercher dans les fonds associatifs, dans les fonds de réserve des structures. Ce que j'ai oublié de dire, c'est que ce fonds, il était éligible aux structures, aux sociétés et aux associations. Voilà, donc l'idée, c'est vraiment d'éviter d'aller piocher dans les réserves en cette période compliquée pour pouvoir repartir dans des bonnes conditions quand ça va repartir. Très bien. Merci bien. Donc concernant les dispositifs exceptionnels, donc il y a tous les dispositifs pérennes, hein, bien sûr, hein, mais donc il y a ce fonds d'urgence. Peut-être vous me l'aviez évoqué. Là, il y a quelques nouveaux appels à projets hein, qui viennent d'être votés et dont les règlements devraient être publiés sous peu, me semble-t-il. Alors, on est peut-être plus là actuellement dans un plan de relance
de l'activité. Les élus, le 5 octobre, ont voté un plan de relance général avec, dans ce plan de relance général, une fiche culture. Et sur ce plan de relance culture, il y a effectivement des éléments qui sont déjà passés au vote des élus, comme par exemple l'aide au cinéma d'art et essai ou l'aide aux médiateurs sur le territoire. Et puis, de même, le renforcement de fonds propres par la levée de la proratisation. Ça a été voté par les élus. Après, on est en train de la mettre en application. Et puis, il y a effectivement une aide aux artistes-auteurs parce que les élus ont considéré que il y a les personnes individuelles ou les entreprises individuelles passées par les mailles du filet, et notamment tous les artistes-auteurs de tous les secteurs confondus. Donc, on a travaillé avec Alka un dispositif. Alka devrait prendre en charge, je dis tout en conditionnel tant que l'appel à projet n'est pas lancé, Alka devrait prendre en charge les auteurs du cinéma, de l'audiovisuel et du livre. La région prendrait en charge les auteurs des arts plastiques et visuels et des musiques, toutes musiques confondues, sachant que l'OARA a déjà un système de bourse aux auteurs pour les auteurs du spectacle vivant. Voilà, donc ces appels à projets devraient, en tout cas les appels à projets des artistes-auteurs devraient sortir au printemps. Je pense que d'ici 3 semaines à un mois, ça devrait être sorti. Pour une aide, c'est vraiment une aide à la reprise d'activité, un peu comme le fait le plan de relance de l'État. C'est-à-dire que le premier critère, ça va être le fait d'avoir un projet artistique et culturel en 2021. Soit c'est le projet de 2020 qui n'a pas pu avoir lieu parce que la crise était là, soit c'est un nouveau projet, mais vraiment l'idée c'est de repartir sur un projet artistique et culturel. On prendra en considération bien sûr les difficultés dues à la crise 2020, mais les difficultés ne sont pas le premier critère parce que la région n'est pas la collectivité des aides sociales. Donc, c'est vraiment la reprise de l'activité qui importe. D'accord. Donc, ces dispositifs aux artistes-auteurs devraient être communiqués dans les semaines à venir. Oui, alors oui. Le président a donné un arbitrage favorable, hein, donc ça devrait sortir bientôt. Très bien. Peut-être on l'a évoqué très rapidement, mais sur la question de la proratisation, pour celles et ceux qui n'auraient pas vu passer l'information, est-ce qu'on peut rapidement refaire un petit point? Alors en fait, pour les structures qui ont une aide de la région, vous savez que toutes les aides sont versées en 2 fois. À la direction de la culture, on verse 70% la première année, c'est-à-dire l'année du vote, et on verse le solde 30% l'année suivante, l'année N+1. Si effectivement le résultat budgétaire est supérieur ou égal, mais égal, il y a quand même peu de chance, au budget prévisionnel. C'est-à-dire que l'Europe nous impose de proratiser le solde de la subvention si le résultat budgétaire de l'année N est inférieur au budget prévisionnel. Là, on a fait remonter aux élus la grosse difficulté que ça allait représenter pour les structures parce que non seulement elles n'ont pas d'activité, non seulement elles n'ont pas de billetterie pour les structures culturelles, mais en plus, si on commence à leur baisser la subvention votée, voilà. Donc, les élus ont été sensibles à cet argument et donc ils ont décidé à la CP du 16 novembre de lever cette proratisation, en tout cas d'annuler la proratisation pour les structures qui avaient un résultat identique ou inférieur ou supérieur, pardon, au budget prévisionnel. Et après, ça va être une étude au cas par cas
par le contrôle de gestion pour les structures qui ont un résultat inférieur. Et après, donc nous, voilà, donc ça va être vraiment du cas par cas, mais avec une très grande attention aux structures et un argument que l'on va donner. Pourquoi je dis au cas par cas? Parce que le payeur ne peut pas payer, ne peut pas donner l'ordre de paiement sous n'importe quelle condition. Donc, il va falloir effectivement étudier tous les cas et lui expliquer pourquoi nous, on demande la levée de la proratisation sur tel dossier, même si effectivement, il y a un résultat budgétaire inférieur. Très bien, merci, merci pour ce rappel. Donc là, on a évoqué les principaux dispositifs, donc le plan de relance dont certains règlements vont arriver. Est-ce qu'il y aurait d'autres informations à partager, Patricia, d'autres éléments que vous souhaitez apporter à la connaissance de nos participants? Alors peut-être deux choses. Vous dire simplement que si je déroule un petit peu plus le plan de relance, il y a des choses qui n'ont pas été mises encore en place sur le plan de relance, mais ça devrait être fait puisque le plan de relance, il est voté jusqu'en 2022. C'est un travail sur la responsabilité sociétale des organisations, un travail sur l'accompagnement numérique, et puis un travail sur la restauration du patrimoine. Donc ça, c'est en cours de travail, c'est en cours de réflexion, mais pour le moment, ça n'a pas été mis en place. On fait aussi un travail très étroit avec les agences et les réseaux sur le programme d'action. Et puis enfin, vous dire un petit mot peut-être sur l'expérimentation que le président de région a proposée au ministre de la Culture, au ministre de la Santé et au Premier ministre sur la réouverture des salles. L'idée étant de tester un dispositif qui s'appelle Opéra, qui a été mis en place par l'Institut européen des métiers de la musique au Mans. Donc ce dispositif, cette opération est en cours puisque le 8 mars, la région a envoyé un questionnaire d'enquête à toutes les structures culturelles, à toutes les têtes de réseau pour le transmettre aux structures culturelles. Et puis à partir de ce questionnaire, on va sélectionner entre 9 et 12 structures qui vont servir de test. L'idée étant vraiment de tester la reprise petit à petit. Je vous rappelle que l'outil Opéra, c'est un acronyme qui veut dire outil probabiliste pour l'évaluation du risque par les aérosols. Et donc, l'idée, c'est de reprendre dans des lieux fermés, dans des très bonnes conditions et avec toutes les conditions, les risques sanitaires contraints. Voilà, donc cette étude, elle est en cours. Dès que les résultats seront donnés, ils seront envoyés au ministère pour avis, enfin pour information plutôt. Voilà. Très bien. Merci beaucoup pour ces informations. Maintenant, je me tourne peut-être du côté de Mathilde ou en tout cas des participants, savoir si quelques questions sont proposées dans le chat. Oui, Sylvain. Alors, merci. Il y a effectivement des questions dans le chat, notamment il y a besoin d'un éclaircissement concernant le fonds d'urgence régional. Est-ce que c'est bien une obligation de déposer un dossier pour le Fonds national de solidarité pour les mois novembre, décembre 20 et janvier 2021, ainsi que l'indemnité chômage partiel pour bénéficier du fonds d'urgence régional? Alors, une obligation, non. Moi, je vous ai dit tout de suite que c'était un complément à ces aides de l'État. Par contre, si vous déposez votre dossier maintenant et vous n'avez pas demandé, on vous demandera un courrier sur l'honneur, comme quoi, effectivement, vous n'avez pas demandé. Mais de toute façon, pour le mois de novembre, c'est trop tard. Pour le Fonds national de solidarité, pour le mois de novembre et le mois de décembre, c'est trop tard. Donc, vous pouvez toujours demander le mois de janvier. Après, il y a aucune
il n'y a rien qui vous empêche d'être éligible au fonds de la région si vous n'avez pas été éligible au Fonds national de solidarité. L'activité chômage partiel, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'il y a des structures qui travaillent, même si elles n'ont pas d'ouverture au public. Donc, on ne peut pas obliger les gens à activer le chômage partiel si vous travaillez. On ne va pas vous pousser à faire les choses de façon illégale. Donc, voilà. Donc, le chômage partiel, c'est vraiment pour les gens qui ne travaillent pas. Donc, voilà. Donc, il n'y a pas d'obligation. Ok, merci Patricia pour cette précision. J'ai une autre demande, savoir si les structures publiques peuvent demander ce fonds d'urgence. Alors, non, ces structures publiques ne sont pas éligibles au fonds d'urgence. En revanche, moi, je vous invite à nous faire, à se rapprocher de la région. Je les invite à se rapprocher de la région et notamment de moi qui coordonne ce fonds d'urgence, parce que on a besoin aussi de doser, d'évaluer ce besoin des structures publiques et des collectivités publiques, qu'elles soient en régie directe ou en régie personnalisée ou en EPCC, parce qu'on sait que dans la culture, il y a des EPCC. Mais en tout cas, pour le moment, ils ne sont pas éligibles au fonds d'urgence. Ok, après j'ai une question, enfin en fait j'ai plusieurs questions d'organisateurs de festivals. Je pense qu'il y a une question qui est plutôt de l'ordre de la projection. Si on est obligé d'annuler tous les contrats de 2021 à cause du Covid, peut-on prétendre à des aides de l'État et de la région? Avez-vous un lien à nous communiquer? J'ai l'impression que, bon, je vais vous laisser répondre, mais que ça rejoint ce que disait Eric tout à l'heure, il y a des mesures qui vont survenir dans les semaines et jours à venir. Alors, pour le moment, au niveau de la région, les demandes de subvention du festival sont étudiées. Alors, les élus, pour le moment, ne se sont pas prononcés sur le fait de maintenir, comme en 2020, les subventions au festival. Mais il n'y a aucune raison pour qu'il y ait des avis contraires. Donc, après, on a des élections au mois de juin, donc c'est un peu compliqué de vous répondre là-dessus, parce que c'est plutôt une réponse politique. Mais en tout cas, la région, en 2020, a été très attentive aux manifestations. Elle a maintenu ses subventions aux manifestations, même aux subventions, les manifestations qui ont été annulées. Voilà, donc on peut imaginer qu'il y a un sort identique en 2021, surtout si la situation sanitaire ne s'améliore pas. Mais je ne peux pas vous en dire plus actuellement. Ça, c'est plutôt une réponse politique. D'accord. Très bien. Ok. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a fait le tour ou peut-être qu'on peut avancer? Peut-être on peut avancer, on verra s'il reste des questions à l'issue de l'exposé de Ouais. France Active de Pascal Liège. Merci. Très bien. Merci beaucoup Patricia donc pour la région Nouvelle-Aquitaine. Il nous semblait important donc suite à ces interventions aussi d'inviter France Active Nouvelle-Aquitaine donc qui gère des fonds, en tout cas qui propose des solutions de financement ou d'aide financière pour les acteurs de l'économie sociale et solidaire. Donc pour cela on accueille Pascal Liège qui est responsable du pôle financement. Bonjour Pascal. Bonjour. Bonjour Vous à aviez tous. confié. Un petit PowerPoint, tout à fait. Voilà, Merci. vous avez confié un petit PowerPoint pour commencer. Donc, vous avez plusieurs formules d'accompagnement, d'aide et de soutien. Certains connaissent beaucoup, notamment aussi le DLA, par exemple. Là, on va s'arrêter aujourd'hui plus précisément sur un fonds de prêt, le fonds de prêt régional, et puis le plan urgence ESS, qui, comme l'expliquait Patricia Houdin précisément, vient aussi en complément de d'autres dispositifs. Je vous laisse la parole. Tout à fait. Donc effectivement, France Active Nouvelle-Aquitaine porte plusieurs dispositifs de crise, dont un fonds de prêt régional. Donc tout à l'heure, vous avez entendu parler du PGE, prêt garanti par l'État, des prêts BPI. Donc le fonds de prêt régional porté par France Active Nouvelle-Aquitaine vient en complémentarité aussi de ces dispositifs de prêt. Pour autant, ça reste des prêts, donc à un moment donné, il faut les rembourser. Ici, on est sur un dispositif qui a été mis en place au premier confinement et qui a vocation à perdurer aussi sur 2021, mais peut-être avec un arrêt en milieu d'année, à voir après en fonction des besoins et de l'évolution de cette crise.
Tous les dispositifs que l'on porte s'adressent aux structures de l'ESS au sens de la loi de 2014, donc relative à l'économie sociale et solidaire. Donc c'est très large. Pour autant, le fonds de prêt régional s'articule en deux outils, donc un prêt de relève solidaire et un DASES, donc c'est un dispositif de structure en difficulté. Donc une partie pour des structures prêt de relève solidaire pour des entreprises, des structures qui sont plutôt saines financièrement, qui n'avaient pas forcément de difficultés avant cette crise, et un autre dispositif, le DASES, qui lui s'adresse plutôt vers des structures qui avaient des difficultés au préalable. Voilà, on est bien sûr un besoin de trésorerie lié à cette crise. Donc en fait, c'est des avances qu'on va pouvoir proposer, des prêts, mais en tout cas, c'est du court terme, puisqu'on est sur des durées de 8 à 18 mois en fonction des outils. Le PGE, vous en avez parlé tout à l'heure, c'est un prêt garanti donc par l'État. Effectivement, il a une durée de différé d'1 an qui a été reportée là à 2 ans, mais pour autant, au bout de cette période de différé, vous pouvez choisir de l'amortir, ce qui n'est pas le cas de nos outils. Nous sommes vraiment sur des prêts en fait court terme. Voilà, ce dispositif, il a été mis en place, juste pour conclure très rapidement sur ces outils, avec le partenariat de la Banque des Territoires et la région Nouvelle-Aquitaine. D'accord. Donc pour y prétendre, donc en tout cas pour faire une demande, j'imagine qu'il y a un contact ou une page dédiée. Oui, bah alors en fait, c'est chacun. Donc, on n'a pas encore tout à fait terminé notre fusion. Donc, c'est chacune des associations territoriales présentes dans l'ex-Limousin, l'ex-Poitou-Charentes et l'ex-Aquitaine qui pourront vous aider et répondre à vos besoins. Très bien, merci. Mais je vous fournirai les contacts. Ok, super. Et encore une fois, on le relaiera aussi dans le document ressources que vous recevrez, que tout le monde recevra. Autre dispositif, donc le plan urgence ESS, qui a un fonds d'aide national, mais avec en tout cas une interface régionale pour le porter et accompagner les acteurs. Oui, tout à fait. Donc, c'est un dispositif qui a été mis en place, qui a démarré finalement le 25 janvier 2021. Donc, c'est un dispositif très récent qui a vocation à perdurer sur 2021, mais logiquement, puisqu'on est dans l'urgence, on est plutôt sur les premiers mois de l'année. Donc, c'est un fonds quand même de 30 millions d'euros, qui est l'initiative du secrétariat d'État de l'économie sociale, solidaire et responsable. Du coup, qui doit permettre à 5000 structures environ de passer un mauvais cap en trésorerie. Alors, il a l'avantage de s'adresser également à toutes les structures de l'ESS, donc sur un champ très large, mais surtout sur des petites structures, puisque on peut vous proposer une prime. Alors, on est bien sur de la prime, donc une subvention et non pas un prêt comme tout à l'heure, pour des structures qui sont, par exemple, de 1 à 3 salariés, on va pouvoir proposer une prime de 5 000 euros, et les structures de 4 à 10 salariés, une prime de 8 000 euros. On est bien là dans un outil de préservation d'emploi et de relance de l'activité. 10 salariés, ça c'est le maximum. Pour autant, on l'a élargi à 10 ETP. Donc, très petite structure. On n'est pas là on ne parle pas d'ETP, comme on a pu le voir sur certains autres dispositifs. Donc, il est vraiment ouvert à tous. Concernant la culture plus précisément, on a dans les effectifs, on tient compte évidemment des intermittents. Maintenant, on va prendre en fait l'effectif qui sera présent au moment de la demande de ce dispositif. Donc, comment ça fonctionne? Alors, vous devez faire remplir un formulaire sur un site dédié. Donc, vous aurez de toute façon le PowerPoint, et puis on peut vous mettre, j'imagine, l'adresse en tout cas dans le chat. Donc, c'est Urgence ESS. Donc, le formulaire, il est assez simple. On vous demande
des petites informations, ne serait-ce que le nom de votre structure, le nombre de salariés, etc. Et puis après ça, vous allez recevoir de la part de France Active un accès à une application. Donc ça, c'est voilà, ce qu'on voit à l'écran, c'est le formulaire qu'il faut remplir. Et puis, ce formulaire, en fait, va être orienté vers l'association territoriale France Active de votre territoire. Par la suite, nous, on traite ces formulaires et on vous envoie par mail un lien pour vous connecter à l'application France Active. Et donc, vous allez devoir créer finalement un compte. Voilà. D'accord. Ouais. En termes de délai, enfin, éventuellement, s'il y avait des... Alors, des délais. D'abord, il faut savoir qu'on va réaliser une petite analyse de la situation économique et financière des structures, puisqu'on s'adresse quand même à des structures qui ont été en difficulté pour cette crise. Donc, on va vous demander de remplir un petit questionnaire. On va vous demander de compléter un plan de trésorerie et de fournir un certain nombre de pièces administratives. Donc, une fois que tout cela a été déposé sur l'application ByFR, on va être en mesure de vous donner une réponse sous 15 jours normalement. Par expérience, pour ce que l'on a vu des dossiers déposés depuis fin janvier, beaucoup de structures peut-être n'ont pas reçu le mail, sont peut-être été dans des spams. En tout cas, je vous invite quand même à vérifier dans vos indésirables si vous n'avez pas reçu un mail de France Active qui vous invitait à créer votre compte sur l'appli ByFA. Parce qu'on se rend compte que beaucoup de demandes, beaucoup de structures n'ont pas commencé à compléter en fait soit le questionnaire, soit les pièces administratives. Donc, on essaye de faire des relances. Mais comme on a beaucoup de demandes, c'est pas toujours évident. Donc, je vous invite vraiment à être attentif sur le fait que dès que vous déposez au titre du formulaire, vous devez recevoir un mail par la suite de France Active pour vous inviter à créer ce compte. Très bien, Est-ce merci. que je peux vous dire, aujourd'hui, on a reçu à peu près environ 1000 demandes sur toute la Nouvelle-Aquitaine. Les primes, évidemment, vous l'avez compris, on a un budget qui est alloué. Donc, plus vite vous remplissez le questionnaire, finalement, et plus vite on pourra vous répondre sur l'obtention de cette prime. Et du coup, j'ai envie de dire, les premiers qui complètent leur dossier seront servis. Très bien, le message est clair. Très bien, donc on a rappelé le lien dans le chat. Pascal, est-ce que vous aviez des compléments d'informations à transmettre ou... Alors les compléments, je viens de les faire. Je vous ai dit, soyez attentifs sur vraiment sur le dépôt des dossiers. N'hésitez pas, parce qu'en fait, on a après un chat à l'intérieur de l'application de France Active pour échanger. Donc on va aussi vous relancer pour nous donner des compléments de documents. N'hésitez surtout pas à converser avec nous pour avancer sur votre dossier. Très bien. Merci beaucoup. J'en profite aussi pour partager une information. Vous avez, enfin France Active, du coup, a sorti une boîte à outils il y a quelques jours, quelques semaines, qui me semble assez intéressante, enfin qui est un récapitulatif justement de dispositifs de soutien. Je mets aussi le lien dans le chat, ça peut intéresser, je pense, certains d'entre vous. C'est une boîte à outils en fait que nous avions mis en place dès le premier confinement et qu'on a mis à jour en début d'année, en effet. C'est une mise à jour. Ok, très bien. Merci beaucoup. Mathilde, est-ce que nous avons des questions à transmettre pour France Active Nouvelle-Aquitaine? Bien, une qui vient d'arriver. Alors, il y a beaucoup de questions sur effectivement le fait de pas avoir de réponse alors que les personnes ont envoyé le formulaire. Mais je pense que vu l'intervention de Pascal, la question est traitée. Une autre question toutefois, ce fonds est-il uniquement dédié au problème de trésorerie, ou bien peut-on le justifier également pour une relance d'activité? Alors c'est les deux en fait, préservation des emplois et relance de l'activité.
Mais la manière de voir si la structure a été impactée, évidemment, se voit également sur le plan de trésorerie, mais on ne prend pas que ça en compte tout de même, puisque le questionnaire est assez complet et vous verrez, vous aurez l'occasion aussi de mettre des commentaires. Très bien. Merci beaucoup. J'ai peut-être quelque chose à rajouter, notamment pour Je vous en prie. l'application France Active. Quand vous avez déposé, rempli le formulaire et qu'on vous a renvoyé un mail, l'accès à l'application est valable que 7 jours. Donc n'hésitez pas, si ça ne fonctionne pas, à renvoyer un mail, puisque de toute façon, vous aurez notre adresse, puisque le questionnaire, c'est un questionnaire national, mais quand nous, on vous envoie un accès à l'application, c'est vraiment sur le territoire, c'est France Active de votre territoire qui vous a envoyé ce lien, et donc n'hésitez pas à renvoyer un mail. Après, vous pouvez appeler aussi. Très bien, merci. Il est 11h30, on s'approche de la fin. Peut-être, Mathilde, est-ce que tu as Alors une j'aurais question à transmettre? une question qui, enfin disons une question qui est revenue à travers plusieurs interventions dans le chat, qui tournerait autour des très petites compagnies, c'est-à-dire celles qui ne sont éligibles à aucune aide quand elles ne sont pas fiscalisées et qui embauchent moins d'un ETP. Et par ailleurs, peut-être que ce sont deux types de compagnies différentes, les très jeunes compagnies qui ont moins d'1 an. Est-ce que, alors la question s'adresse peut-être pas uniquement à Pascal, mais à l'ensemble de nos intervenants, à quoi peuvent prétendre ces toutes petites compagnies très jeunes? Moi, je peux y répondre. Déjà, le fonds d'urgence ESS, il a été créé pour combler en fait les trous dans la raquette, très honnêtement, et il s'adresse justement aux très petites structures puisqu'on commence à 1 salarié. Donc, on ne parle pas d'ETP, mais 1 salarié. Mais par contre, il faut que la structure elle soit employeuse quand elle dépose et quand elle répond au formulaire. C'est tout, c'est la seule contrainte. D'accord. D'accord, très bien. Très bien, merci. Pour moi, toutes les questions ont été posées. Si toutefois il y a des questions qui semblent pas avoir été prises en compte, n'hésitez pas soit à les mettre dans le chat, soit on va redonner les informations. Peut-être Sylvain, tu voulais dire quelque chose avant de conclure? Oh bien écoute, on arrive à la fin. Je voulais remercier tous les participants et puis tous les intervenants. Et puis non, je crois qu'on a, en tout cas à mon niveau, on a fait le tour. Et encore une fois, effectivement, le document ressources récapitulera tout ce que vous avez entendu, et on essaiera aussi d'apporter des éléments de réponse sur quelques questions qui seraient encore en suspens. Merci. Voilà. On va mettre dans le chat un lien vers un sondage. C'est surtout pour nous, pour recueillir vos avis sur ce webinaire dans le but d'améliorer nos futurs webinaires, nos propositions. Donc, si vous voulez bien y répondre, ce sera vraiment précieux pour nous. Donc, comme disait Sylvain, on vous adresse ce document ressources avec tous les liens que nous avons transmis tout au long du webinaire. Il a été remis dans le chat le mail générique de l'agence j'ai une question @la-nouvelle-aquitaine.fr. Sachez aussi que nous proposons d'autres rendez-vous en ligne, les rendez-vous qu'on appelle les rendez-vous des employeurs culturels. Nous nous présentons avec nos partenaires organisateurs que sont Pôle emploi, les DLA, dispositifs local d'accompagnement, et l'AFDAS, d'autres dispositifs d'aide plutôt du côté du réamorçage de l'activité. Et les prochains rendez-vous auront lieu le 24 mars en visio, plutôt pour le territoire Charente et Charente-Maritime, le 30 avril toujours en visio pour la Corrèze et la Dordogne, et le 1er juin, a priori, nous serons en présentiel en Gironde. Pour recevoir toutes ces informations, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter de l'agence et de vous rendre sur notre site internet. Merci à tous et toutes, bon appétit et à bientôt. Bonne journée. Merci. Bonne Merci journée. beaucoup, au revoir et bonne journée. Merci à vous. Bonne journée à tous. Au revoir. Merci. On peut couper l'enregistrement, je pense.